Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous? Une émission d'actualité où on parle, on analyse, on réfléchit sur l'actualité de la semaine. Et avec moi cette semaine pour commenter l'actualité, l'extraordinaire Joanie Riendeau. Bonjour Joanie. Bonjour Pierre. Ça va bien? Oui, t'as passé une belle semaine? Ouais, petite semaine parce qu'il y a tellement fait de tempête qu'il y a plein de journées où je suis resté chez moi avec mes enfants. Donc, congé forcé égale bonheur et pelletage. Ah, mais c'est super le fun. Moi, j'ai été enfermée chez moi parce que les portes ont gelé. Donc, c'est quand mon conjoint est revenu de travailler que j'ai été capable de sortir avec les chiens. Oh! C'était vraiment magnifique. Mais parlons de la tempête. C'est quand même particulier. Écoute, moi, ça fait quand même longtemps que je suis dans la région, là, parce que je suis né ici. C'est la première fois que je voyais ça. Entre autres, le cégep de Saint-Félicien a fermé 2 jours en ligne. Ça prend tout pour le faire fermer une journée. Les cégeps en général, même l'UQAC a fermé le soir, a suspendu ses cours du soir. C'est l'enfer. C'est clair. Puis je parlais justement avec M. Morel mercredi soir. Et ce que M. Paul Morel, le responsable des loisirs de la ville de Dolbeau-Mistassini, m'a expliqué, fermer la bibliothèque et la piscine, c'est déjà très rare pour cause de tempête. Mais fermer la bibliothèque et la piscine 2 fois en moins de 10 jours, ça, c'est jamais arrivé de sa carrière. Et, on a des stationnements qui ont de la misère à se faire déneiger dans les services publics. On a des routes, on a plein de choses à Dolbeau-Mistassini qui est problématique. Il y a encore un accident mortel hier. Je me doute énormément qu'il y a bien des villes qui doivent avoir dépassé leur budget en matière de déneigement cette année. Puis on est juste... Oui, puis on n'est même pas encore au mois de mars. On est au début mars, oui. Et les commissions scolaires ont déjà épuisé leur congé tempête. C'est une problématique je pense qu'on va devoir réfléchir à ça parce que plus ça va aller, plus on démontre que les extrêmes vont être de plus en plus extrêmes. Moi, je pense que c'est le temps qu'on plante des arbres sur le bord de la friche puis sur le bord du triangle des Bermudes de Saint-Bruno. Non, mais parce qu'à un moment donné, tu sais, je pense à hier. Hier, il neigeait pas, mais il ventait tellement qu'à un moment donné, la neige faisait qu'on perdait la visibilité, puis c'est dangereux. Bien, plusieurs responsables en urbanisme le disent aussi. Le boisé sur la bord des routes, ça fait une grande différence au niveau des lames de neige à plusieurs niveaux. Puis c'est important de le prendre en compte. Tu sais, par exemple, il y a des carambolages au Québec qui ont démontré avec le coroner que c'était une question de vent, pas tant de température et de vent. Ils plantaient des arbres 10 ans après, on a plus de problème. C'est bon pour l'environnement? Il y a quelques semaines, on a eu un gros carambolage sur l'autoroute 40. Bien, 20 ans auparavant, il y avait déjà eu un carambolage et le coroner avait dit « on plante des arbres ». Le carambolage qui s'est fait a été fait 1 kilomètre avant ou après, à proximité de cet endroit-là. Où on n'avait toujours pas planté d'arbres. Parce que le coroner avait dit tout le long, mais le ministère du Transport avait mis juste sur le kilomètre où s'était passé le carambolage. Donc, ça l'appuie, le rapport du coroner disant que planter des arbres pour diminuer le vent, améliorer la rétention du sol, parce que dans le secteur en question, parce que là, on parle de la neige, mais l'été, les inondations, le printemps, donc les arbres aident surtout à ça. Ça règle beaucoup de problèmes, les arbres. Oui, puis ça emprisonne le carbone. On en a juste pas assez. Oui. Donc, on espère que le reste de l'hiver sera plus clément. Oui. Et j'aimerais jeter une brique à tous les conducteurs qui n'adaptent pas leur conduite. Mon Dieu Seigneur, mais qu'est-ce que vous avez en tête? Je sais pas. Moi, ça me fait complètement... Hey, les gars en pick-up, là, vous avez peut-être l'impression d'être en sécurité, là. Mais vous l'échappez, là, c'est pas juste vous qui êtes en problème, là. OK? Puis je parle des gars en pick-up, mais il y en a qui sont en petit auto qui se prennent en pick-up, en rallye Subaru. Excusez, là, il y a des places pour s'amuser. Faites-le de manière sécuritaire, pas sur les routes. Surtout pas durant une tempête, votre responsabilité est tout seul, là. OK? Mais sur la route, là, vous n'êtes jamais tout seul. Vous ne savez jamais quand vous allez rencontrer un autre véhicule. Vous ne savez jamais qu'est-ce qui va arriver au niveau de la météo. Vous voulez vous amuser, organisez un groupe. OK? Si vous voulez en faire, là, organisez des organismes à but non lucratif. Là. Faites-en voir un club de course sportive, puis faites-vous votre propre terrain. Je vous ferai la première à vous encourager, mais faites-le pas ces routes. Tabac! Oui. Je suis parfaitement d'accord. Moi, ça m'est arrivé encore l'autre fois. Là. Écoute, je suis sur la route et puis je roule à 80 parce que c'est la tempête. Puis là, il y a
petit char qui passe. Ouh! Et puis, 3 km plus loin, il était reviré sur le capot, accident. Ben, écoute, à un moment donné, soyons responsables. Puis c'est pas que je souhaite le malheur à personne, mais à un moment donné, soyez aussi responsables. Non, bien, c'est pas une affaire de souhaiter le malheur, c'est vraiment une question de responsabilité civile. Excusez-moi, là, c'est de la responsabilité civile. Puis moi, j'en ai fait du rallye pour m'amuser. Mais j'ai fait dans un endroit sécuritaire, avec des gens, dans un lieu balisé. Puis c'était fait de manière très amateur, là. Ben oui, mais moi, arrêtez de faire ça, c'est route. Ben c'est oui, pas. c'est clair. Puis si vous êtes si fan de rallye, j'en ai plein des extraordinaires qu'on fait dans le temps des fêtes chez nous. Puis, une dernière chose. Moi, ce qui me purge dans cette situation-là, c'est que les gens, c'est pas parce que tu as 4 roues que tu es pressé. OK? Si tu as absolument besoin de prendre ton auto en tempête, pars de bonne heure. Oui, ou prends congé, mon Dieu Seigneur, c'est pas si grave. Moi, j'ai une super de bonne patronne qui lundi, pendant la tempête, à 7 h le matin, l'ancienne de la commission scolaire, à 7 h le matin, on avait tout un courriel en disant « Je vous souhaite une bonne journée avec vos enfants, on vous encourage à faire du télétravail. » Ben oui, c'est ça, exactement. Hey, le Centre des femmes de l'Oumi-Mistassini fête ses 30 ans et pour l'occasion, vont monter la pièce Les monologues du vagin qui vont présenter le 6 mars à la salle Maria-Chapdelaine. Mise en scène de Bruno Paradis. Je dois vous dire que c'est une idée fantastique. Ceux qui n'ont jamais vu cette pièce-là, c'est un grand classique du théâtre féministe. Québécois féministe. Ouais. Je ne suis pas certain que c'est québécois, le monologue du vagin, par exemple. Il a été traduit pour le québécois avec beaucoup de références québécoises. Okay. C'est ça qui est intéressant dans le monologue du vagin. Puis, c'est autant du drame que de l'humour. Puis, moi, j'ai hâte de voir les talents des femmes d'ici parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de stock et on défait les stéréotypes de la femme. La vierge, la Marie, la pute. On défait ces stéréotypes-là. Puis, puisqu'on parle de la journée du féminisme, rapidement, c'est juste une... Qui est le 8 mars. Oui, ça tombe dans la même période. C'est quoi le féminisme? Ah, là, on peut embarquer là-dedans. On peut embarquer longtemps. Mais ce que j'aime dans cette pièce-là, dans les monologues du vagin, c'est que le féminisme, dans cette interprétation-là, c'est que c'est à la femme de faire son choix. Il n'y a pas personne d'autre qui doit l'imposer. C'est la base. Moi, c'est ce que je trouve bien intéressant. C'est ce qui est intéressant de voir la perception de la femme et non de la pression sociale. Je trouve ça bien intéressant. Moi, je dois dire que je suis féministe parce que je suis fondamentalement pour l'égalité homme-femme. Et puis, ça arrête là. Bon, il y a des extrêmes dans tous les mouvements, et puis on n'a pas être d'accord avec tout, mais l'idée fondamentale du féminisme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pour les hommes, ça pourrait être une bonne manière de s'éduquer à des choses qu'on ne conçoit pas ou qu'on comprend moins parce qu'on n'est pas une femme. Mais allez-y avec une femme de votre entourage. Puis ça fait une superbe discussion après. Qu'est-ce que tu as pensé de tel personnage, de tel monologue? Donner ses impressions, c'est vraiment une belle source d'échange. Oui, puis c'est pas la vérité que vous allez voir, mais c'est justement des sources de discussion, puis ça peut amener le débat, puis la réflexion surtout, pour nous faire avancer en société. Bravo à l'équipe du Centre de femmes et à Bruno Paradis, que j'aime énormément, mais que je ne vois pas assez souvent. Bon, salut Bruno. 16 millions pour la véloroute. On va débloquer des fonds pour la véloroute. C'est quoi ça représente, la véloroute, pour toi, Joanie? Bien, moi qui n'ai pas du coin, ça a été une belle attraction. Vraiment un outil d'attraction pour m'établir dans la région. Je ne suis pas une grande amateur de vélo, mais je trouve ça bien intéressant. C'est vraiment très innovateur aussi parce qu'on valorise un mode de transport écologique avec du tourisme écologique dans des secteurs qui ne sont pas très côtoyés ou qui ne sont pas très, promus dans le système touristique régulier, normal. Puis, ce qu'on promouvoit beaucoup, c'est la bonne forme, mais les paysages. C'est tellement magnifique, là, le lac. Puis le lac Saint-Jean aussi, vous regarderez aussi. La route, oui, elle n'est pas si difficile que ça. Il y a des gens qui peuvent la faire plus vite que d'autres, oui, mais si on prend par exemple la route 155, je ne suis pas sûre que tout le monde serait capable de la faire en vélo. Oui, non. Mais le tour du lac Saint-Jean se fait quand même relativement bien. C'est accessible. On prend plus de temps, mais c'est accessible. Dans les 16 millions, on va avoir un projet de développement pour justement sortir aussi juste du tour du lac puis aller dans des zones
un peu en dehors des sentiers battus là, pour aller visiter des municipalités ou se rapprocher du lac, des endroits où on est plus loin. Donc, on va vraiment développer parce que ça devient le pôle majeur de tourisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis il y a aussi une question de sécurité que je trouve bien intéressante, c'est qu'à certains endroits, la véloroute, comme par exemple à Péribonka, est directement sur la route 169. Donc, ça va permettre, dans les projets, il y a certaines sections qui sont plus dangereuses pour les cyclistes qui vont être séparées de la route et mieux aménagées. Donc, chapeau, let's go! 16 millions, je ne sais pas d'où il vient, mais je suis vraiment très heureuse que ça soit investi parce que c'est un investissement. C'est pas... je veux arrêter tout de suite les détracteurs, là, 16 millions pour une véloroute, là, c'est combien en retombées économiques en tourisme? Combien en retombées dans notre région pour les gens qui sont des grands amateurs de vélo? J'ai fait le tour du Québec et dans chaque région, j'ai rencontré des gens qui disaient « Moi, mon projet cet été, c'est que je passe une semaine à faire le tour du lac. » Bien, c'est une semaine où ils vont dans les épiceries, ils vont dans les restaurants, ils vont à l'hôtel, ils vont dans les campings, ils visitent des lieux touristiques. Ah non, attends un peu. Il faut qu'ils repartent. Station-service. Par exemple, à Saint-Félicien, puis dans la véloroute, ils ont ce qu'on appelle des ambassadeurs et ils ont des lieux où que tu peux prendre un café et faire réparer ton vélo. Donc, c'est comme une station-service. Oui. Mais les gens, pendant qu'ils font réparer leur vélo, prennent un café, connaissent les produits de la place. À Saint-Félicien, si je me souviens bien, ils ont les microbrasseries. Donc, tu t'attends. Tu prends une bière, deux, trois, après ça, tu prends pas ton vélo, tu attends le lendemain matin. Oh non! On garde nos touristes plus longtemps avec notre bonne bière de la région. Et moi, je veux revenir sur l'aspect tempête pour lancer encore quelques briques. Premièrement, aux automobilistes qui... je comprends pas, en fait, qui sont fâchés contre les cyclistes, là, parce qu'ils prennent une partie de la route. Mais je veux dire, ils ont le droit, là, la route est à tout le monde, donc faites attention. Et aussi, je veux lancer une brique à certains cyclistes qui... les stops, vous devez les faire aussi. Puis c'est pas parce que vous êtes clippé sur votre vélo que vous avez le droit de ne pas respecter les consignes. Et puis aussi que la véloroute, c'est pas une piste de course, c'est familial. Fait que quand tu es avec tes enfants qui roulent pas vite, puis un peu tout croche, puis qu'il y a du monde qui t'engueule parce que tu vas pas vite, moi, je trouve ça un peu déplacé. Si vous voulez faire de la course, bien, faites de la course, mais allez ailleurs. Bien, c'est comme une route, OK? Les gens doivent être à la file indienne, doivent être à la file indienne, doivent dépasser dans les pointillés, doivent faire leur signalisation, parce que si vous ne les connaissez pas, c'est très important. Mais ça reste, c'est un lieu touristique, c'est pas un lieu... Bien, c'est un lieu touristique et sportif, mais avant tout, touristique. Donc, touristique, ça veut dire que c'est des gens qui prennent leur temps, qui sont là pour apprécier le paysage, apprécier l'expérience et non pour se dépasser de manière sportive. Si tu veux te dépasser, tant mieux. Mais je chiale pas ceux qui profitent, qui est une véloroute, c'est pas une vélo-piste de course. Ouais. Moi, je pense que si tout le monde met un peu d'eau dans leur vin, là, ça va être vraiment agréable de circuler. Les autos, les vélos, ceux qui font de la randonnée, les citoyens, tout le monde. Parce qu'il y a des municipalités que j'ai côtoyées qui ont des problèmes avec des cyclistes, parce que les cyclistes peuvent se revoir en plein milieu de la rue. Un peu de courtoisie. Oui, mais ça doit être des cyclistes européens. Là-bas, ils ont priorité. Là, les autos attendent en arrière, puis ils disent pas un mot. Mais c'est ça, courtoisie entre cyclistes, entre automobilistes et entre tous ceux qui partagent la route. Et voilà, c'est dit. Parlons d'environnement, on aime bien ça, nous autres. Mouvement La Planète s'invite à l'UQAC. Il faut savoir qu'en Europe, il y a déjà des journées de grève dans les écoles qui sont faites relativement, je pense à tous les mois, là, oui. Où on dit, on fait une journée de grève pour la planète, donc pour sensibiliser, pour mettre de la pression sur nos gouvernements, pour être capable de changer les choses. Et puis, à l'UQAC, on emboîte le pas avec un mouvement, donc La Planète s'invite à l'UQAC, et on va demander de pouvoir faire une journée de grève, en fait, pour la planète, donc pour mettre de la pression, pour sensibiliser les gens aux défis des changements climatiques. Je pense que c'est relativement une idée intéressante. Pourquoi encore une grève? Ah, ouais. Peut-être que le mode est passé de date. Je suis d'accord parce que... Bien, regarde, sensibiliser à propos de l'environnement, oui, c'est important. Mais pourquoi une grève? Pourquoi c'est toujours une grève? OK? Bien, je veux dire, là, présentement, tu parles de la l'UQAC, mais ça, je sais que ce mouvement-là est dans l'ensemble des universités du Québec au Québec. OK? Je sais aussi que c'est parce qu'ils ont fait plusieurs actions avant. Donc, la grève vient comme un ultime afin de paraître, afin d'être visible. Mais pourquoi on est rendu à devoir faire une grève sociale pour
un enjeu qui ne nous touchera pas dans 100 ans, qui va nous toucher dans 5-10 ans. Bien, moi, je vais te le dire. Ce qui se passe, c'est que quand, comme à peu près tous les mouvements, là, quand on crie au effort et qu'il y a des problèmes dans l'environnement, ça fait 30 ans qu'on en parle, personne ne fait rien parce que la sacro-sainte économie est tellement importante. Quand il y a l'économie verte peut être très, très rentable, puis il y a des manières de faire l'économie. Beaucoup plus rentable, pas juste très rentable, mais beaucoup plus rentable. Et là, on est pris avec des lobbies d'entreprises qui veulent pas, qui mettent de la pression sur nos gouvernants, qui eux ont pas, je veux dire, ils font pas leur job. Là. Je pense que ça leur prend du courage politique, qui ont très peu. Et là, à un moment donné, on fait des mouvements, on fait des actions, tout le monde s'en fout. Et là, on va faire une grève parce que là, les médias vont faire une grève, allons voir ce qui se passe. Et là, je comprends le fait que c'est un mouvement, c'est une étape ultime. Okay? La grève, c'est l'étape ultime. Moi, ce qui m'enrage, c'est comment ça on s'est rendu à cette étape ultime-là. Bien, parce que, encore aujourd'hui... Parce que les gens ont... pas les gens. Parce que les lobbies, oui, ont énormément de pression, mais parce qu'on dirait que ce mouvement-là, on en parle, comme par exemple à TVA, Salut, bonjour, en petites affaires. Il n'y a pas de place publique de discussion, d'impact. On en parle à la télévision communautaire, oui, c'est intéressant. On en parle sur YouTube, oui, c'est intéressant, mais c'est quand la prochaine fois qu'on va en parler sur les médias majeurs? C'est quand la prochaine fois qu'on va avoir... C'est pour ça que je trouve que oui, c'est intéressant, mais moi, ce qui m'enrage, c'est le fait qu'on s'est rendu jusqu'à la grève. Oui, c'est important que ça passe sur une grève, mais ça me décourage que les étudiants qui sont directement plugués sur les sources d'éducation, là. Okay? C'est ceux qui sont le plus à jour, surtout avec l'UQAC, avec le conseil, la chaire en éco-conseil, ils sont directement plugués là-dessus. Là. Pourquoi? Moi, je suis découragée de notre société de devoir faire une grève pour comprendre quelque chose qui a un impact directement sur nous. Ça fait 2 tempêtes majeures qu'on a. Il y a des canicules, des gens qui meurent l'été au Québec. Bien, c'est tout qu'un effort recyclé. Non. Puis même là, on veut faire du compost. Puis je voyais des commentaires cette semaine sur l'obligation de composter. Je me dis, mon Dieu, on manque beaucoup d'éducation. Et tu me ramènes aux médias. Pourquoi les médias majeurs n'en parlent pas? Bien, il ne faut pas oublier que eux, là, leur source de financement vient des gens qui les lisent, qui les écoutent. Et quand tu regardes la génération qui écoute de TVA, qui lise le Journal de Montréal, ou qui... Ben c'est ça. Ça donne... Je suis pas tant d'accord avec toi parce que c'est pas... je te dirais que c'est plus une question d'habitude. Parce qu'au niveau sociologique, il a été démontré que plus on voit quelque chose, plus on est attiré. OK? Donc, comme les mannequins qu'on voit dans les magazines, plus tu vois quelque chose, plus on est attiré, plus on veut s'en interroger. Présentement, là, l'environnement, c'est sensationnaliste avec tout ce qui se passe. Là. Ben oui. Présentement, avec la législation qui va nous obliger à faire du compost, là, c'est important qu'on en parle. Puis, mais il reste que les médias sont financés et ils doivent continuer d'avoir un lectorat des gens qui les écoutent. Ils sont très au courant de qui les écoute. Et écoute, il y a des gens, là, je veux dire, quand tu regardes des opinions, je ne veux pas nommer de chroniqueurs, là, mais des fois, non, mais on véhicule de l'information, on véhicule de la désinformation, on véhicule de la démagogie. Et tout ça, c'est pas naïf, là. C'est fait parce que ça vend, puis ce qui fait vivre certains médias, c'est leur source de revenus. Donc, ils tablent là-dessus. Donc, ils font partie aussi du problème. Parce que quand on regarde des gens qui disent le compost, ça pue, c'est parce que tu n'en as jamais fait, parce que du compost, ça pue pas. Oui, puis moi, j'ai vu des vidéos, par exemple, sur YouTube, une femme de Saguenay qui dit « Moi, le compost, je veux rien savoir. » Puis elle a son bac de compost, puis elle monte les asticots autour. Excuse-moi, c'est comme ta poubelle, ta lave. Mais de toute façon... Quand tu vides tu passes un peu d'eau, c'est tout. Puis s'il y a des asticots, c'est que ça fait sa job. Bien, c'est pas rien que ça, c'est que les asticots, s'ils sont pas dans ton compost, c'est bon pour la terre, c'est qu'ils vont être dans tes poubelles. Je veux dire, il est où le problème? Je comprends pas. Il y a un an, il y a eu du scandale à Saguenay en disant qu'une semaine, ça serait le recyclage aux 2 semaines, puis une semaine sur 4, les poubelles, l'autre, ça serait le compost. Ça va puer. Excuse-moi, là. Mais tes poubelles, là, on va regarder le contenu de vos poubelles, là. Combien de pourcents c'est des déchets alimentaires? C'est ça qui pue. Ça veut dire que
Tu vas l'accumuler dans un compost, puis la boîte à compost est faite pour ça, avec de l'aération, et ça ne pue pas, pour avoir été dans plusieurs régions, incluant à Montréal, où les bacs sont hauts comme ça, puis sont dans l'appartement. La majorité du temps, ça ne pue pas. Puis une poubelle où tu as enlevé tous les déchets alimentaires, bien ça non plus, ça pue pas. C'est plus léger. Puis tu ramasses, on aperçoit qu'on gaspille tellement de déchets alimentaires. En tout cas. Je suis en feu ce matin. On est parti, on exagère et c'est ça qu'on fait, nous, le mieux ici parce que c'est ça. Bon, hey, restons dans les médias. Oui. Je veux t'entendre sur le conflit qui a opposé José Néron et la ville de Saguenay à CKJ, qui ont dit qu'il y avait du favoritisme, qu'eux étaient boycottés par l'administration municipale. Ils ont fait, en fait, un gros plat avec ça, puis ça les a un peu rebondi d'en face. Excuse-moi si j'en ris, mais on parlait tout à l'heure des lobbies puis de la clientèle. Lorsqu'on travaille dans les médias, on doit penser à notre persona. À qui on parle? À qui on doit parler? À ce que j'ai compris, je ne connaissais pas CKJ avant. Et plus je me suis renseignée, plus j'ai été découragée. Parce que le scandale part d'un sondage qui a été fait par la radio, qui a été demandé à une firme. Et il appelait les citoyens pour leur demander leur avis. Tous ceux qui travaillent dans le domaine du sondage, entre « Êtes-vous heureux du service de Mme José Néron à propos de telle affaire et qu'on sait que c'est un gros scandale, oui ou non? » Il n'y a pas de petit, moyen. De toute façon, les questions étaient orientées. Les questions étaient orientées. On sait les gens qui ont financé n'étaient pas prêts à dévoiler c'est qui. Lorsque tu fais affaire avec une firme professionnelle, la firme te dit la firme Léger Marketing, financée par TVA Nouvelle, financée par CKAG, doivent dire qui a financé le sondage parce que ça a un impact sur la décision, sur les réponses de sondage. De trouver la marge d'erreur du sondage non plus. Non. Donc, on ne connaît pas tout le protocole. On ne connaît pas le protocole, on ne connaît pas qui a appelé, qui a été appelé, comment ils ont été choisis. On ne sait pas combien ont été choisis, sur combien de la population. Est-ce qu'ils étaient tous dans le même quartier? Est-ce qu'ils n'étaient pas tous dans le même quartier? Puis en plus, là, Mme Néron, là, c'est quand CKAJ l'a appelé pour dire « Venez passer une entrevue ». Je sais pas. Non. Je me suis renseignée, puis au contraire, « Ah, madame, elle veut pas. » Madame, elle veut. Elle attend juste ça. Elle attend juste ça que CKAJ l'appelle en disant « On va passer une entrevue. » Oui, on va passer une entrevue. Il y a vraiment une campagne de désinformation majeure. Puis ils ont reproché aussi au Conseil d'avoir coupé leurs revenus, mais je veux dire, d'avoir coupé ce qu'ils leur donnent comme argent. Sauf que l'administration municipale, c'est pas un devoir là, de donner de l'argent aux médias. La crise des médias est là depuis 30 ans. Il faut que les gens se renouvellent. La part de marché, ça vaut de l'or. Là. Il y a combien de stations de radio installées à Saguenay? Oui. Est-ce qu'il faut donner de l'argent à tout le monde? Mais surtout, le rapport, c'est qu'il y avait comme 4 fois plus d'argent qui était donné à CKJ qui était donné à d'autres stations privées. Je comprends que c'est un organisme à but non lucratif, CKJ. C'est ce qu'on appelle une radio communautaire. C'est correct. Mais renseignez-vous un peu sur la composition du conseil d'administration. Vous allez voir qu'il y a quand même un détournement. Je ne dirais pas un détournement. C'est plutôt qu'il y a un biais. Il y a des gens... D'une famille politique autre. C'est ça. Et à l'époque de M. Tremblay, du maire Tremblay, oui, ça allait dans sa mission, oui, ça allait dans sa politique culturelle, oui, il y avait de la valorisation des activités culturelles. Maintenant, on a changé pas d'ère politique, mais oui, on a fait un changement politique. Non, puis Jean Tremblay allait beaucoup plus loin. Lui, il a réellement boycotté Radio-Canada parce qu'il n'aimait pas une des journalistes. Puis ça, c'est connu, il le disait lui-même, je boycotte Radio-Canada. Là, il n'y a pas de boycott qui est fait par la ville, là. Je m'excuse. Non, au contraire. Puis Mme Néron le dit à haut et fort dans les différents médias que cette station m'appelle et je vais faire une entrevue avec eux avec plaisir. Là, c'est un faux scandale. C'est en train de se revirer contre eux. C'est vraiment... Ça donne une mauvaise image, sérieusement, des médias locaux. Bien, c'est parce que le but des médias, ça doit être d'informer la population et de bien informer la population là, avec des nouvelles qui sont issues des principes journalistiques, là, du code de déontologie du journaliste. Et là, les gens, je pense qu'ils ont de la misère aussi à faire la différence entre un journaliste, un chroniqueur, un éditorialiste. Là, une opinion, ce n'est pas une nouvelle. Là. Non. C'est pas un fait. C'est une opinion. Et quand un chroniqueur fait passer son opinion comme de la vérité, bien ça devient de la démagogie et c'est ce qu'on veut pas. Là. On pourrait rapprocher ça du populisme qu'on peut reprocher à plein de politiciens d'ici et d'ailleurs.
Moi, ça me décourage. C'est surtout ça, parce que présentement, peu importe les médias, on a toujours l'impression d'avoir du sensationnalisme. Et quand je dis c'est une impression, c'est une impression. Parce qu'il y a des médias qui traitent vraiment des dossiers, mais des dossiers qui sont beaucoup plus importants qu'on le pense. Comme par exemple, Accès Merci ici, oui, il n'y a pas tant de sensationnalisme. Si vous écoutez l'émission, vous allez vous apercevoir qu'il y a des dossiers. Ah, oui, je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Puis il y a un souci de l'information, puis quand on l'écoute, on a le goût d'aller plus loin sur des dossiers qui sont locaux. Lorsqu'on arrive, puis que ça sort de la radio, lorsqu'on fait sondage avec une campagne de promotion de l'information qui a été détournée, ça me décourage, ça donne une mauvaise impression des médias locaux. Déjà que les médias locaux ont une importance dans nos régions pour connaître ce qui se passe ici, connaître puis participer à la vie citoyenne ici. C'est un scandale, monté de toutes pièces. C'est ça. Je pense qu'on a exagéré. Hey, avant qu'on prenne la pause, je veux que tu nous parles du film Avant qu'on explose, parce que tu voulais absolument pas nous parler de ce film-là. Oui, je trouve qu'on ne parle pas assez des bons coups culturels au Québec qu'on a fait. Puis Avant qu'on explose, là, c'est un coup de cœur. Il faut dire qu'on enregistre le mercredi et le film sort en salle le jeudi. Mais j'entends que des bons commentaires, j'ai hâte d'y aller. Avant qu'on explose, c'est un film qu'on peut catégoriser ado. L'histoire, un peu, c'est le fameux Superbad à la manière québécoise. C'est il y a un gars qui veut perdre sa virginité à un adolescent, mais dans un contexte, à Baie-Saint-Paul, dans un contexte de Troisième Guerre mondiale, où ils ont peur que ça explose. Donc, il y a plein de références aujourd'hui. Je ne veux pas donner de punch, mais vraiment, là, allez-y avec vos ados. Allez-y entre adultes aussi, parce qu'il y a énormément de références. Moi, j'ai vu des extraits, puis j'ai entendu des entrevues avec différents comédiens, puis le scénariste, et c'est tellement drôle. Allez voir la bande-annonce, allez les voir au cinéma, encouragez le cinéma québécois, parce que oui, le cinéma québécois, on en est reconnu pour nos drames. On est reconnu pour, Camion, mais, La Grande Séduction, beaucoup de styles dramatiques très intello. Mais là, c'est léger, mais c'est pas un film d'ado cucu, niaiseux, ou que t'as juste... On met un deuxième niveau, là. Deuxième, troisième, là. On y va vraiment, comme le scénariste il a dit, oui, un ado va l'écouter, mais le parent va rire. C'est bon! Ça vaut la peine. Je trouve que c'est une belle sortie. Encourager notre cinéma québécois. Parfait là-dessus. On vous laisse pour la pause et on revient tout de suite après avec d'autres informations. J'ai trop pris de potes. Impossible que le cannabis fasse ça. Mais avant 25 ans, il peut nuire au développement de ton cerveau. Et on est de retour de la pause, toujours avec Joanie Riendo. Ça va bien, Joanie? Oui, encore. Oui, ça va toujours bien. Et on continue l'actualité. Je veux qu'on parle de la réforme du mode de scrutin. Oui. Donc, c'est une promesse que le gouvernement Kakis a offert en campagne électorale. À date, il continue sur cette voie. On est en train d'analyser. On nous dit cette semaine qu'on va consulter la population, que je trouve sain dans cet exercice, mais qu'on ne veut pas y aller par référendum.
Ce que je trouve aussi positif, parce que si on regarde ce qui s'est passé, entre autres en Colombie-Britannique, quand il y a eu des référendums sur la question, c'est toujours rejeté parce que la société, on reste, c'est humain, à cause de nos paradigmes, on reste réfractaire au changement. Et puis, les gens, on rejette. Quand je pense qu'une réforme du mode de scrutin est nécessaire aujourd'hui, notre mode de scrutin n'est peut-être pas adapté. 2 questions. Tu penses quoi de cet exercice? Et penses-tu qu'on va réellement réformer le mode de scrutin qui a été promis par à peu près tous les partis depuis 50 ans au Québec? Fédéral comme provincial. Oui, exactement. OK, ça a été promis partout. Cependant, lorsque tu arrives et tu es élu par le système qui est déjà présent, est-ce que tu veux vraiment le changer? C'est la question. Ah, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, premièrement, pourquoi changer le mode de scrutin? On va poser premièrement la problématique, parce que oui, on a bien beau en parler depuis longtemps, mais qu'est-ce qui est problématique dans notre mode de scrutin présentement? Selon moi, en fait, le fait que c'est que ça manque de légitimité. Je veux dire, on a des gens qui sont élus avec 33-34 des voix, ce qui veut dire qu'il y a 65 des gens qui sont contre toi, mais c'est toi qui es élu, parce que tu vas chercher le plus de votes, oui. Mais il reste que, par exemple, comme en France, avec un deuxième tour, on va chercher minimum 50 plus 1. Donc, il y a une légitimité qui arrive avec ça, moi, je pense. Deuxièmement, c'est parce qu'il y a des aberrations. On se rappellera, à un moment donné, l'ADQ avait été allé chercher presque 25 des voix, avait eu 4 députés. Avec les proportionnels, elle a été chercher 25 des députés. Donc, on parle de beaucoup plus de gens. Ça fait valoir des options. C'est des petites options comme, par exemple, je pense en Allemagne, le Parti vert est né là-bas. Puis à un moment donné, ils ont un député, mais ils peuvent amener des idées. Et là, l'Allemagne est un pays relativement très environnementaliste parce que c'est des idées politiques qui ont été aussi amenées tranquillement. Ça amène plus de petits partis. Il y en a qui vont dire, oui, mais attention, il pourrait y avoir des gouvernements minoritaires. Ici, on démonise beaucoup ça. Moi, je pense parce qu'on ne sait juste pas gérer avec des gouvernements minoritaires. Je veux dire, l'Allemagne fonctionne avec des gouvernements minoritaires depuis 12 ans maintenant. Et puis, c'est la première économie d'Europe. Ça fonctionne très bien. Puis ça oblige seulement les gens à se parler et à s'entendre. Mais nous, on aime plus quand c'est stigmatisé. Je suis pour, je suis contre. Bien, il faut revoir aussi le système parlementaire de cette façon-là aussi. Parce que on connaît au Québec et au Canada le système parlementaire anglais, le système où c'est seulement, britannique, oui, merci, où c'est seulement le parti au pouvoir qui compose le gouvernement, les décideurs. Mais dans plusieurs autres systèmes parlementaires, par exemple au Danemark, bien, le Conseil des ministres doit être proportionnel au nombre de votes. C'est pas seulement le parti au pouvoir. C'est par exemple, si on a 50 de la salle qui est des libéraux, mais 15 qui est, 50 caquistes, 25 Québec solidaire, 25 libéral, je ne connais pas encore c'est quoi présentement, le Conseil des ministres doit être 50 caquistes, 25 Donc, nous sommes obligés d'avoir un consensus. Donc, il y a vraiment... Il est obligé de se parler parce qu'ils viennent à décider ensemble. Donc, il faut revoir vraiment tout le système, la vision de la politique qu'on a aujourd'hui, parce que lorsque ça a été créé, c'est que les gens n'avaient pas le temps de s'impliquer. Ils n'avaient pas accès à l'information comme on a autant aujourd'hui. C'était vraiment on faisait confiance à notre représentant par son niveau d'éducation, par son accessibilité pour être capable de lui parler, puis parce qu'on avait confiance qu'il nous représente dans la communauté. Présentement, avec les scandales qu'on a au niveau politique, il y a un bris de confiance majeur. Il y a énormément d'alternatives qu'on ne connaît pas ou que c'est vraiment très intéressant à étudier qui serait possible. Donc, la réforme du mode de scrutin, c'est se poser premièrement la question, c'est quoi les problèmes? Puis c'est quoi les solutions qui s'y posent? Parce qu'il y a un président américain, lors de la signature du document de création des États-Unis, a dit la démocratie, c'est la moins pire des solutions politiques. Ouais. C'est pas la meilleure, c'est la moins pire. Oui, parce qu'il n'y a pas de système parfait. Là. Il n'y a pas de système parfait, mais il y a un système qu'on doit choisir en groupe. Oui, on est réfractaire, mais on est tous capables de réflexion. On est tous capables de donner notre avis. Puis avec l'ère des médias sociaux, avec l'ère des accessibilités par téléphone, là, parce que faut se dire, là, il y a 50 ans, il n'y avait pas Internet, là, il n'y avait pas de texto, il n'y avait pas de cellulaire. Donc là, ça a changé la manière dont on vit notre politique, la politique locale, provinciale et nationale. Oui. Donc oui, la réforme du mode de scrutin. Pour aller chercher l'avis des gens, les référendums, sérieusement, on a déjà un problème de participation pour les élections régulières. Puis un référendum, dans les expériences que moi j'ai connues ou que j'ai étudiées en histoire, si la question est mal comprise, ça va pas plus loin.
Puis, mais des consultations publiques, et quand je dis consultation publique, la dernière émission qu'on a faite ensemble, je parle de manière originale, de permettre les gens de s'exprimer de manière intelligente puis d'avoir accès aux informations. On est capable de s'apporter une réflexion dans la communauté. Moi, je dois féliciter, moi, je ne suis pas une caquiste, mais je dois féliciter le gouvernement de la CAQ parce qu'il tient ses promesses. Ils en parlent. Oui, c'est ça. Ils en parlent, ils sont en action. C'est pas un plan par-dessus un plan, par-dessus un plan. Puis dans la politique, c'est important d'avoir des plans. Mais c'est difficile de passer à l'action. Je ne suis pas toujours d'accord. On doit le dire que c'est un parti qui est en action. Oui, clairement, mais des fois, en tout cas, on va voir avec la prochaine nouvelle. Oh oui. Moi, ce que je veux rajouter, c'est que deux choses. Premièrement, c'est que ça pourrait corriger aussi un tort que notre système a. C'est que normalement, on devrait voter pour le meilleur candidat dans notre comté. Mais la réalité, là, c'est qu'on vote pour le chef, on vote pour le parti, on vote pas pour le candidat. Avec, entre autres, une proportionnelle mixte, on pourrait avoir une représentation régionale, donc de dire qui est mon meilleur candidat, puis une représentation idéologique, quel parti je considère qui serait plus apte à gouverner. Il y a plein de solutions possibles. Et tu parlais de référendum. Moi, j'aime beaucoup aussi le modèle suisse où on a un système référendaire qui est installé. Au moment où 10 000 personnes en Suisse demandent un référendum, on a un référendum national sur un sujet. Et c'est institutionnalisé. Là. Oui, un référendum, ça coûte cher, mais une fois que tu as organisé les affaires, tu peux en faire régulièrement, surtout aujourd'hui avec Internet, pour prendre le pouls de la population. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait réformer dans notre système politique. C'est vrai, je n'y avais pas pensé, mais avec mon dossier Québec, là, à l'accès, avec notre code d'accès, on pourrait voter. C'est tous des dossiers qui sont personnels. Je trouve que ça serait bien intéressant. Ça donnerait beaucoup plus de légitimité aux décisions politiques en plus. Je pense. Puis, ça, c'est une chose, tu as touché un point que je n'avais pas réfléchi, mais c'est vrai que maintenant, lorsqu'on a, en tant que votant, ceux déjà qui votent, félicitations, bravo. Mais en tant que votant, on a le dilemme, est-ce que je vote pour chez moi, est-ce que je vote pour la région ou je vote pour le Québec? Puis les médias font beaucoup des campagnes de chefs, puis les chefs aiment beaucoup ça, fait que là, on n'a souvent pas trop accès à ce qui se passe chez nous. Là. Puis c'est parce que si, par exemple, tu es plus pour un parti, parce qu'au niveau du Québec, tu penses telle action, mais qu'au niveau local, tu aimes plus travailler avec une personne en particulier pour certains points. Mm-hmm. Tu votes pour lequel? Ben oui, clairement. Puis, ben, moi, j'ai des exemples très, très, très clairs ici, là, que je ne nommerai pas de nom, là, mais où moi, je trouvais qu'un candidat qui était pour un parti pour qui je ne voterais jamais, mais que le député faisait une super job. Oui. Mais que là, je pourrais voter pour cette personne-là comme député, mais pas voter pour son parti au niveau de l'idéologie qui me rejoignait pas du tout. C'est ça. Il y a énormément... ça me rappelle lorsqu'on a eu les dernières élections du chef du Parti québécois en 2016. Ils ont essayé un nouveau mode de scrutin. Puis moi, j'ai trouvé ça bien intéressant. Et ce qu'ils faisaient, c'est que quand les gens votaient, c'était un ordre de priorité. Mon premier choix, mon deuxième choix, mon troisième choix, mon quatrième choix. Les 5 choix. C'était à plusieurs tours, mais les gens n'avaient pas besoin de voter à plusieurs tours. Ils avaient comme déjà préparé leur vote. Ouais. Donc, celui qui tombait en dernier, il recomptait puis il redistribuait les votes jusqu'à ce que ça fasse une majorité. Ah oui. Jusqu'à ce que ça fasse une majorité. On n'aurait pas besoin de deuxième tour en calculant comme ça. Non, c'est ça. Mon premier choix, mon deuxième choix, mon troisième choix, mon quatrième choix. Ça ne sera jamais mon choix en dernier. Ben, dans le fond, ce que tu peux faire, c'est que tu annules. Ben, moi, je vois, tu t'annules le vote carrément. Tu me barres la personne, je ne le veux même pas dans mes choix. Mm-hmm. Mais 1, 2, 3, 4, 5, tu sais. Donc, ça permettrait aux gens de dire, moi, ça donnerait une légitimité plus grande. Une légitimité plus grande, mais aussi quand tu t'aperçois, ben, je me mettrais à la place d'un politicien, j'ai été voté 51% au troisième tour, puis au premier tour, j'étais à 30 %. Ça te fait revoir comment tu travailles. C'est clair. Hey, je t'arrête là-dessus, parce que j'en ai plein d'autres sujets que je veux parler. Surtout, je veux parler d'immigration avec toi parce qu'on sait, le gouvernement caquiste, on l'a dit, est dans l'action, donc il fait des choses, mais des fois, je pense qu'il faudrait aussi un niveau de réflexion parce que là, ils sont arrivés avec un projet où on dit on élimine les dossiers de 18 000 immigrants en attente. Et là, la Cour leur dit attendez, vous n'avez pas le droit de faire ça. Oui! Yes, je suis contente. Et l'ensemble des gens qui travaillent avec des personnes vivant l'immigration, on est très heureux de cette décision-là. Parce que faut comprendre que lorsqu'ils ont décidé d'arrêter les 18 000 dossiers, il n'y avait pas de projet de loi. Ils n'ont pas eu de légitimité, puis c'est une obligation au niveau du ministère. Donc,
Je suis bien heureuse que l'ensemble des avocats en immigration aient fait ce recours-là au niveau de la Cour suprême. Je suis tout autant heureuse que le ministère mette en application. Parce que les 18 000 dossiers, pendant le temps qu'on faisait le débat, il n'y en avait pas un qui était traité pendant ce temps-là. Non, là, on peut continuer à les traiter. Là, on continue à traiter jusqu'à ce que le projet de loi soit amendé, parce que c'est un projet de loi, donc amendé, ajusté, jusqu'à ce que la majorité de la Chambre des communes soit d'accord. Mais moi, je suis bien contente parce que c'est un respect des droits et libertés, puis du rêve de ces personnes-là de venir s'établir au Québec. Et voilà. Tout est dit. Non, mais je pense que ça va aussi peut-être faire réfléchir parce que tu le disais, mais je suis assez d'accord que le gouvernement CAQUISTA, c'est un gouvernement d'action. On fait des choses, mais des fois, en les faisant, mais tu peux réaliser que ça ne se fait pas nécessairement. C'est pas aussi simple. Hein? Tu as la loi. Hein? Mais, je trouve ça le fun, mais tu sais, si on parle. Quand je dis qu'ils sont dans l'action, oui, mais des fois, ils vont un peu trop vite. C'est vrai. Si on regarde les maternelles 4 ans. Ouais. Je vous en ai déjà parlé lors d'une précédente participation à l'émission. J'ai une fille de 8 mois. Je m'inscris quand je suis enceinte sur la liste d'attente, ma place 05. Et la prochaine place disponible, c'est septembre 2020. Et après, on refuse l'ouverture de garderie. On dit, on va te donner le choix entre la maternelle 4 ans ou les CPE. Oui, mais vous avez déjà promis d'augmenter le nombre de places en CPE, c'est pas le cas. Le ministère de la Famille refuse les garderies, même si on manque de place. Mais ils se sont ravisés, hein, parce que là, ils vont quand investir. Je dis qu'ils sont en action, oui, mais t'es fou, hein? C'est comme un bélier, la porte est à droite, puis ils vont foncer dans le mur. Pareil! Parce que jusqu'à ce qu'ils foncent dans le mur, ils se retrouvent et font finalement. Ça va passer. Oui, c'est le fun d'avoir il faudrait un juste milieu. Quand on dit du consensus, là, on parlait, avoir eu un mode de scrutin proportionnel, il y aurait eu, on est en action, mais les autres partis auraient pu dire, hey, wow, voici les autres. Changeons ta méthode, même si tu es majoritaire. Avoir de l'écoute, puis pas que ce soit de l'obstruction systématique, mais un dialogue pour faire avancer le débat. Parce que présentement, notre système, pour revenir un petit peu, présentement, notre système d'opposition n'a pas de pouvoir, alors que dans un système plus représentatif, des gens qui seraient déjà dans le gouvernement en place, dans le système ministériel, auraient pu freiner en disant « Wow, oui, maternelle 4 ans, oui, c'est intéressant dans bien des milieux, mais il faut faire en parallèle les CPE, parce que c'est pas vrai que tu donnes le choix de la maternelle 4 ans si tu n'augmentes pas le nombre de places en CPE. Parce que beaucoup plus de parents qui sont intéressés en CPE, tu laisses l'enfant être un enfant. Ouais. Tandis qu'à la maternelle 4 ans, c'est le système scolaire. Donc, c'est l'école, la structure. L'enfant tombe tout de suite dans un système qu'on peut représenter le travail. À voir, à suivre, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Avec plaisir. Parlons maintenant des super infirmières. Je sais que c'est pas le titre qu'il faut leur donner, là. Ils ont un titre plus complexe. Moi, j'aime ça, mais j'aime le super infirmière, fan de super-héros. Donc, enfin, le Collège des médecins leur permet de poser des diagnostics, de pratiquer. On en avait parlé il y a 2 semaines en disant, mais wow, ça, c'est une solution, là. On le voit en Ontario, ça fonctionne, on le voit. Et là, ils n'ont pas encore, le feu vert sur beaucoup de choses, mais déjà, ils vont pouvoir désengorger le système de santé en posant des diagnostics simples qu'ils sont capables de faire. Ils sont qualifiés. Toutes des maladies chroniques. OK? Moi, je trouve ça très intéressant parce que les suivis d'asthme, les suivis de diabète, les suivis de grossesse aussi dans certains cas. Oui. Je me demande si c'est parce qu'ils ont entendu notre émission. Probablement qu'on a quelque chose à voir là-dedans. J'espère, en tout cas. Mais oui, yes, je suis contente. C'est des hommes et des femmes qui sont compétents, qui sont intéressés, qui ont une vocation, qui sont prêts à travailler avec l'Ordre des médecins. C'était l'Ordre des médecins qui n'était pas prêt à travailler avec eux. Yes, oui, Et moi, j'aimerais noter que Gaétan Barrette s'est battu pour ça pendant tout son mandat. Il a été capable de rien faire. Et là, la ministre McCann réussit ça. Je pense qu'elle n'a pas le même ton, puis qu'elle n'a pas non plus un conflit d'intérêt que Gaétan Barrette était. Là. Et là, elle a réussi ça en le temps de le dire. Là, donc, bravo. Oui! Moi, je suis... Yes! C'est un peu moins d'attente. C'est sûr que ça va être dur de le voir dans la MRC Maria-Chapdelaine pour l'instant. Mais on va voir des répercussions lentement, mais sûrement à travers la nation, à travers le Québec.
Oui, puis il faut dire qu'ici, bon, le système de santé n'est pas parfait, mais on est beaucoup mieux que ce qui peut se passer, entre autres, là, dans le nord de Montréal ou des fois Dans t'as le des Grand athlètes, Nord aussi, ouais. mais parce que moi, je pense par exemple à nos concitoyens qui sont dans le Grand Nord québécois, dans le Grand Nord canadien aussi, où c'est déjà dur d'avoir accès à un médecin. Ouais. Avoir des super infirmières dans chacune des villages, parce que souvent, il y a un médecin, mais pour tout le territoire au complet, qui doit se déplacer en avion. Avoir une super infirmière qui va déjà pouvoir permettre de faire des suivis puis à faire des actes médicaux, parce que oui, il y a des cas, par exemple, des infirmières qui ont dû faire des opérations avec le médecin au bout du téléphone. Ouais. Ben, une super infirmière, moi, je me sentirais encore plus en confiance. Puis en plus, elle est super, fait qu'elle peut voler, elle, directement, pour aller aider les gens. Ah, mais non, moi, je suis... Puis en plus, on valorise... Moi, je suis bien heureuse qu'on valorise enfin, comme on en a parlé à notre dernière émission il y a 2 semaines, on valorise pas assez le travail des infirmières qui se donnent corps et âme. Non, puis les infirmières, là, ils ont une maîtrise, là, sont pas... c'est pas juste un cours de cégep, là. Ben... Déjà, le cours de cégep, moi, je suis pas capable de le faire. Non, je suis d'accord, je veux pas les dénigrer, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont compétentes, là. Bien, ils sont compétentes, puis c'est vraiment, c'est une catégorie à part. Oui, on les appelle, on les surnomme les super infirmières, mais c'est plus qu'une infirmière bachelière. Ça va inciter beaucoup d'infirmières à devenir infirmières bachelières. Bien, parce que là, on a infirmière auxiliaire, infirmière technicienne, on a infirmière bachelière, puis là, super infirmière. Il faudrait vraiment que je retrouve c'est quoi le terme, mais de cette façon-là, là, on offre la possibilité aux infirmières d'être reconnues par leurs compétences. Parce que celles qui l'ont fait, ce programme-là, puis qui n'ont pas été acceptées avant, c'est des pionnières. Là. Parce qu'ils se sont battus contre un système, parce que là, tu fais des études, tu payes de ta poche pour jamais avoir le salaire que tu mérites pour tes compétences. Puis là, enfin, ils vont avoir le droit de faire ce pourquoi ils ont été formés, ce pourquoi ils se sont battus, qu'est-ce qui les intéresse, soit travailler avec la population, avec les gens qui veulent des services, puis et avec les médecins. Arrêtons de voir comme un combat entre les médecins et les infirmières. Travaillons ensemble. Travaillons ensemble, partageons les compétences, partageons les responsabilités, puis entraidons-nous. Super. Hey, je t'arrête là-dessus parce qu'il me reste 2 sujets que je vais absolument discuter avec toi. Oui. Premièrement, le racisme dans le sport. Je veux parler du cas de Jonathan Diaby qui a eu des propos racistes qui a subi en fait des propos racistes quand tu jouais un match de hockey à Saint-Jérôme, je pense. Oui, à Saint-Jérôme. Et puis même sa famille était dans la foule et eux aussi ils ont subi des comportements racistes, des propos racistes. Les agents de sécurité n'ont rien fait. Écoutez, moi, j'ai un grave problème avec ça. On est où, là? Mon Dieu Seigneur, on est en 2018? Ça m'enrage, on est encore OK? en 1701, là? Depuis le début de la saison, vous ne m'avez pas vu souvent en colère. On va se le dire bien franchement. Au début de la saison, je félicite beaucoup les bonnes actions communautaires, le bon développement. Mais là, ça me met en colère. Ça me met dans... T'es pas si pire en colère? Souris quand même. Tu m'as pas vu en colère, je me retiens. OK? Ouais. Mais c'est quelque chose qui me purge, qui m'enrage, OK? Question de couleur de peau. Du racisme facile, là. Vraiment, là, retourne chez vous, des menaces d'agression, des supporters qui font des preuves de racisme, des propos menant à la violence, des menaces de violence. Déjà, les supporters, tout le monde les dénigre. Ça, je suis d'accord. Mais il n'y a personne qui parle contre le système en place. Moi, de tous les journalistes, tu es le premier que j'entends qui fait « Bien là, la sécurité aurait dû s'impliquer. » Moi aussi, je pense que la sécurité... Parce que c'est des actes qui auraient pu mener à la violence, qui sont en manque de... C'est une violence verbale. C'est incitation à la haine. Faut attendre que quelqu'un ait un œil au bord noir pour intervenir. Ou même pire, là. Ou même pire. Excuse-moi. Mais c'est quelque chose que tu as le droit d'appeler la police. Parce que c'est une menace à l'intégrité physique. Tu n'as pas besoin de frapper pour dire que la personne elle a peur pour sa famille, pour sa personne. Pour qu'un joueur... Il est sorti du match pour faire sortir sa famille de l'aréna. Écoute, ça devient débile. Moi, son père s'est fait flatter les cheveux. OK? C'est raciste en tabarnouche, là. Ouais. Excuse-moi, là. Est-ce que tu accepterais que quelqu'un que tu connais pas te flatte les cheveux en faisant « Ah, j'ai jamais touché à ça, c'est donc bien doux. » Non, ça ne se fait juste pas! Mais moi, j'ai une solution. Pour ça, j'appliquerais ce qu'on applique dans le soccer européen, dans le football européen, en fait.
quand le principe, c'est que le club est responsable de ses supporters. Donc, si il y a un événement comme ça qui arrive, puis il y en a eu souvent dans le football européen, des batailles, des affaires entre fans, quand des propos racistes, des choses comme ça, il y a une sanction. Puis c'est une sanction économique. Comment il procède? C'est que ton prochain match à domicile est joué à guichet avec personne dans les estrades. Donc, il doit être joué, sans spectateurs. Sans spectateurs. Ça fait mal au portefeuille. Ça fait mal au portefeuille, mais ça fait mal aussi aux supporters. Puis moi, je jouis à 100%. Parce que là le club te dit hey, « moi, je ne veux pas perdre d'argent. » Fait qu'on va essayer d'éduquer nos supporters. Puis nos supporters, écoute, à un moment donné... Là, on veut encourager notre équipe, on veut la garder. Ben oui, il y a tellement des supporters le fun. C'est correct là, d'être supporter, mais à un moment donné, c'est pas dans le on doit supporter dans le respect des autres aussi. Hey, on a eu Piqué Soudan, on a eu plusieurs représentants des groupes marginalisés. Là, Jackie Robinson, on a eu... Ça n'a pas évolué. Ouais, non. Comment ça? Je ne comprends juste pas que ça existe encore au Québec. Moi, oui, ça existe encore. Là, on parlait il y a un mois de la journée islamique. Excuse-moi, là. Il y en a. Oui. Écoute, je ne veux pas revenir sur le cas de la famille en Nouvelle-Écosse qui a été décimée. Mais moi, c'était un événement très triste, mais les commentaires qui sont sortis sur Facebook, pas sur des Facebook, mais sur, entre autres, les pages de TVA. Écoute, les commentaires, c'était dégueulasse. Ils ont été obligés même d'enlever la nouvelle parce que les commentaires, écoute, ça donne... Là, il y a un problème de la part de ce média-là de ne pas avoir eu de modérateur. Déjà à la base. Là. Ils ont mis la nouvelle, ils n'ont pas surveillé ce qui était écrit en dessous. Là. Ça, c'est déjà un problème. Ils ont des gens pour ça, puis ça n'a pas été modéré. Ouais. En même temps, ils ont des chroniqueurs qui sont assez extrémistes dans leurs propos. Ouais, mais ça. Quand on y va pour des messages de menaces à la violence, d'incitation à la violence, là, les chroniqueurs ne font pas d'incitation à la violence. Oui, ils font de la désinformation. Oui, ça peut mener à ça, mais ils ne disent pas clairement comme il non, était mais dit. monnaie, c'est ça. C'est un entraîne l'autre, selon moi. La limite est fine, mais la limite doit être respectée. Oui, je suis d'accord. Hey, dernière nouvelle que je veux parler, je veux qu'on parle du Vatican parce qu'on parle rarement du Vatican ensemble. Oui. Le Vatican, je sais pas, là, le pape, le nouveau pape, qui n'est plus tellement nouveau, mais a décidé de prendre les choses en main en lien avec toutes les accusations de prêtres pédophiles, d'agressions sexuelles, d'organisations catholiques qui ont caché les faits, qui ont essayé de transférer des prêtres qui avaient des problèmes dans d'autres secteurs. Écoute, il y a des grosses têtes qui sont tombées aux États-Unis, en Australie, parce que des gens qui auraient caché des actions pédophiles. À un moment donné, je pense que c'est nécessaire que l'Église catholique se regarde dans le miroir. Et je regardais, là, il y a en ce moment 1000 dossiers de gens au Québec qui veulent poursuivre des congrégations religieuses pour abus sexuels. Et on sait qu'il y a une personne sur 9 qui dénonce. Faites le décompte. Et ça, c'est juste au Québec, là. Ça, c'est juste au Québec. Puis, le Vatican, pendant... Tu sais, quand on pense, là, ça fait 50 ans qu'il y a des scandales. Là, ça sort maintenant, là. Tu sais, il y a eu combien de papes en 50 ans? Il y en a eu 3. Il y en a eu 3. Puis là, c'est là qu'on voit un passage à l'action. Est-ce que ça va être vraiment un passage à l'action? Présentement, oui, on voit des têtes qui tombent. Mais pour combien de temps? Non, mais il y a un grave problème. Il y a un grave problème. Il y a une prise de... je pense que la prise de conscience est faite depuis longtemps, mais il y a un déni. Ils devraient accepter l'homosexualité. Ça aiderait de nombreux prêtres à assouvir leurs bas instincts avec des gens de leur âge. Lorsqu'on a quelque chose de tabou, on n'en parle pas. Donc, quand on n'en parle pas, on n'a pas de comparaison, on n'a pas de rétroaction, on n'a rien pour gérer cette situation-là. Moins tu parles de sexualité, plus que tu as d'abus. Ça, c'est prouvé en sociologie. Là. Moins tu parles d'un sujet, plus il va y avoir d'extrémistes dans ce sujet-là, dans les communautés. Ça va faire plus de scandales. Moins c'est tabou, plus on en parle, moins il y a de problèmes. Tu sais, on parle de la pédophilie, oui, parce que c'est les cas qu'on a plus vus au niveau des médias. Mais des viols de sœurs, des agressions sexuelles auprès des femmes, auprès des Autochtones, puis ça, c'est partout dans le monde. Après ça, on se demande pourquoi la religion a perdu sa prestance. Depuis 50 ans que c'est pas juste dans nos petites paroisses, là. Le diocèse est au courant, l'archevêché est au courant, le Vatican est au courant. On cache, on change, on veut mal paraître.
On veut pas mal paraître. Non, excusez, là. Vous Si avez, tu veux vous bien avez paraître, accumulé, là, ben oui. vous avez accumulé une bombe atomique. Vous l'avez accumulée. Ils sont entièrement responsables de Vous de ce êtes qui leur arrive. entièrement responsable. Puis, je connais des gens dans le milieu qui, lorsque les scandales ont commencé, m'avaient dit « Ben, c'est aux gens de poursuivre ces personnes-là, c'est pas à l'Église. » Un de tes employés fait une agression sexuelle ou fait du harcèlement sexuel à quelqu'un, c'est ta responsabilité. Il faut que tu interviennes auprès de la personne. Tu lui fais perdre sa job, tu interviens, tu fais un suivi de dossier qui est transparent avec les victimes, avec les gens de la communauté. Tu n'essaies pas de cacher ton employé. Tu n'essaies pas de cacher ton employé, puis même au contraire, l'employé doit être mis face aux accusations. Il y a un suivi, puis si la personne n'a pas de changement de comportement, ben tu la renvoies et tu encourages la victime à faire une plainte. OK? Oui, c'est ça. Parce que tant que dans ton organisation et que tu es au courant, l'organisation en est responsable là, au niveau des lois, là, au niveau de la réglementation, surtout quand c'est utilisé dans une situation de pouvoir. Tu sais, c'était des profs d'école, là. C'était des gens qui avaient des contrôles sur des communautés, qui ont encore du contrôle sur certaines communautés. C'est pas... Des orphelinats, des pensionnats, des... Tu sais, écoute, c'était... C'est pas des... C'est pas des personnes qui n'ont pas de contrôle, qui n'ont pas de pouvoir ou qui n'ont pas de prestance. Le fait de leur rôle, il y a un pouvoir spirituel. Je suis bien contente que le Vatican le fasse de manière publique. Est-ce que ça va donner quelque chose? L'ensemble des victimes dans le monde n'ont aucune attente envers ce concile. Ben déjà, si on met un doigt sur le bobo, là, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Même là, ils ont déjà mis le bobo, un doigt sur le bobo il y a 20 ans, puis ils ont déjà mis un doigt sur le bobo quand c'est sorti mais à là, j'ai Boston. l'impression que le Vatican, pour la première fois, l'assume, qu'ils ont un grave problème. À chaque fois qu'il sortait quelque chose, c'est comme s'ils minimisaient que c'était un cas isolé, mais c'est partout dans l'Église catholique. Là, c'est clair que le pape, Chili, le pape États-Unis, François a mis ça de manière globale et a obligé les archevêchés à prendre des responsabilités, à dire « vous avez fait du déni, vous allez… » Puis il a fait tomber des têtes. Parfait. Pour combien de temps? Est-ce que ça va devenir une politique solide? Il va falloir qu'ils repensent à la sexualité des prêtres. Il va falloir qu'ils repensent à la vision de la sexualité, au rôle des femmes aussi. Là. Oui. Au rôle des femmes. Permettons-les de se marier, permettons-les de vivre leur homosexualité. Ben oui, puis... Puis, il faut savoir pourquoi les femmes ne sont pas prêtes dans l'Église catholique. Il faut savoir, premièrement, là, on se pose la question, c'est que... T'as 10 secondes. Oui, 10 secondes. À l'époque, les apôtres, c'était des hommes. Donc, c'était à l'époque. Parce que dans cette période-là, c'était les hommes qui avaient un pouvoir. Mais aujourd'hui, la réflexion qui se fait dans l'Église par les personnes qui sont plus dans la modernité, c'est qu'on a changé de système. Les femmes ont plus de pouvoir, donc les femmes devraient avoir plus de pouvoir chez nous aussi. De toute façon, c'est pas dans la Bible qu'on a dit les femmes doivent pas être prêtres, c'est des hommes qui ont décidé ça. Puis, c'est à l'époque, il y avait du pouvoir. C'est terminé. Merci, Joanie. C'était génial encore une fois. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez des commentaires, des réflexions ou vous voulez discuter, bien, on est bien ouvert à ça. On vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine.